Lorsqu'on dit que nous sommes dans un monde interconnecté, nous sommes dans un monde de libre-échange, nous sommes dans un monde où les personnes et les biens circulent librement, que le monde c'est un petit village planétaire. Est-ce que dans ce petit village planétaire, nous sommes tous égaux? Est-ce que dans ce petit village planétaire, nous avons dit que justement cette liberté-là, telle qu'on le dit? Est-ce que nous avons notre liberté telle que de penser, notre liberté telle que de nous mouvoir, notre liberté de parole? Est-ce qu'on a la liberté de pouvoir faire comme on veut? Est-ce qu'on a notre autonomie? Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'on est indépendant? Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'actuellement, dans le monde, doit interpeller chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici lorsque je dis qu'on se doit d'aller entreprendre, d'aller investir, d'aller créer des richesses, c'est-à-dire que locales, des richesses endogènes. L'actualité depuis plus de 3 ans vient confirmer ce qu'on partage ici depuis pratiquement la création de cette chaîne. C'est même la ligne éditoriale de la chaîne. La chaîne vient valoriser et vulgariser les richesses locales. Parce que si on veut devenir riche, peu importe ce qu'on entend par richesse ici, on se doit de créer des richesses locales. Que le fait qu'on dise que le monde c'est un petit village interconnecté ne doit pas que nous laisser dormir sous nos lauriers. Parce que quelles sont les personnes qui vécu cette philosophie-là? Quelle est l'idéologie portée par les personnes qui disent que le village est un village interconnecté? C'est où l'intérêt de faire que ce village soit interconnecté? Et qu'est-ce que ça bénéficie à la population? Donc, si le village est interconnecté, qu'est-ce que ça bénéficie donc aux habitants de ce village-là? À qui ça profite, le crime? Nous sommes en train de voir ici les réalités, comme je vous parle à chaque fois que, bien qu'on veut nous faire comprendre que nous sommes dans un monde interconnecté, ce monde d'interconnexion dont on veut nous vendre, c'est pour bien nous contrôler. Nous sommes dans un monde interconnecté où on nous véhicule un semblant de liberté, mais en réalité, nous sommes dans un monde de rapport de force. Je vous le partage ici à chaque fois. Le mot rapport de force. Que nous sommes dans un monde où c'est les plus forts qui dictent leur idéologie. Nous sommes aussi dans un monde où il y a une idéologie qui est véhiculée. Il y a un courant de pensée. Il y a un courant de pensée qui est véhiculé. Et le courant de pensée aujourd'hui, c'est capitaliste. C'est le capitalisme. C'est l'ultralibéralisme. Donc nous sommes dans cette guerre-là où il y en a qui sont là, qui vouloir faire du profit. Peu importe avec les moyens. Sans tenir compte, je vais dire, de l'aspiration des autres, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte de la biodiversité, sans tenir compte des formes de la souveraineté de certains pays. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que toi qui me regardes, toi en tant que consommateur, toi en tant que futur entrepreneur, toi en tant que futur investisseur, tu te dois d'intégrer ça. C'est pour ça que je n'arrête pas à chaque fois, lorsque je vous partage ici des idées de business, d'inclure la géoéconomie, la géostratégie, la géopolitique, de mettre la stratégie. Parce que tu ne peux pas aller entreprendre si tu n'intègres pas tout ça. Même en tant que consommateur, tu te dois d'intégrer ça. Parce qu'il faut comprendre que c'est le consommateur qui a le pouvoir. Si tu veux, c'est-à-dire que voir ton pays se développer, si tu veux voir ton continent se développer, c'est ton porte-monnaie qui a le pouvoir. Si tu veux, c'est-à-dire aussi mettre à la tête des différents de ton pays un candidat qui pourra œuvrer pour l'intérêt collectif de ton pays,
tu as aussi ce pouvoir-là par le biais du vote. Donc tu as le vote en tant que citoyen, tu as ton porte-monnaie aussi qui permet justement de faire en sorte de pouvoir développer l'économie de ton pays. C'est pour ça qu'il faut favoriser le consommer, c'est-à-dire que local. Parce qu'en consommant, c'est-à-dire que local, tu favorises, c'est-à-dire que les producteurs locaux. Tu favorises, c'est-à-dire que l'émergence des producteurs locaux. Tu développes la production et la productivité. Tu développes l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté ici. Et je n'arrête pas de promouvoir, c'est-à-dire que les cultures locales. Le manioc, j'ai expliqué pourquoi il fallait faire le manioc. Lorsque tu vas produire le manioc, avec le manioc, on a comme ça une multitude de produits dérivés. Avec le manioc, tu as le gari, tu as le watafoufou, tu as le chikwang, tu as le bobolo, tu as le mitomba, tu as le miondo, tu as la tchéké, tu as le plakali. Lorsqu'on passe à la phase industrielle, tu vois, tu as la liqueur de manioc, tu as la bière de manioc, tu as la colle, tu as l'amidon, on a la farine, et la farine panifiable aujourd'hui. Tu vois, c'est autant de produits dérivés qu'on peut consommer sur place. J'ai demandé qu'on partage les initiatives ici sur les tubercules, l'igname, le macabo, le taro, le banane plantain, banane douce, le sorgho, le mil, les arachides, toutes les cultures du terroir, afin qu'on puisse être autonome. Parce que lorsqu'on le fait, c'est-à-dire que nous avons notre souveraineté sur le plan alimentaire. C'est très important, la souveraineté sur le plan alimentaire, de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Parce qu'il est aberrant de savoir que plus de 70 ans après les indépendances, qu'on soit toujours dépendant de la consommation extérieure. Je fais cette introduction pour que tu comprennes très bien l'importance. Et tu vois aujourd'hui, avec l'actualité sur le plan mondial, je reviens sur la crise ukrainienne. Est-ce que tu es en train de voir les différents rebondissements? Comment qu'on est en train de nous vendre l'émotion? Moi, j'ai coutume aussi à vous dire ici des fois que nos dirigeants politiques ne nous disent pas la vérité. On ne nous dit pas la vérité. Nous voulons l'émergence de l'Afrique. Mais est-ce que nos différents dirigeants politiques ont cette liberté-là? Est-ce qu'ils sont au contrôle de leur navire? Est-ce que l'Afrique peut vraiment se libérer? Si elle dépend des aides, si elle attend toujours les directives de l'extérieur, l'histoire est en train de nous montrer que la main qui donne, c'est elle qui dirige. Et je vais faire le parallèle ici avec le dossier Ukraine-Russie pour que ça puisse interpeller la plupart d'entre nous, la plupart d'Africains, que la vie, comme j'ai coutume à vous dire, on se doit de réfléchir de façon rationnelle. Mais la plupart du temps, on réfléchit plutôt par les émotions. Et que nous, les Africains, nous sommes beaucoup plus dans l'émotion aussi. L'émotion, c'est quelque chose qui est humain. Mais nous sommes beaucoup plus dans l'affect. On est dans le aide-moi à détester. On est dans le aide-moi à détester. Qu'est-ce que l'affaire, c'est-à-dire que Russie, c'est-à-dire que Ukraine nous enseigne? Les rebondissements, c'est-à-dire que des dernières minutes, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est un conflit qui a commencé il y a plus de 3 ans. Où la Russie protège sa souveraineté. La Russie, voyant c'est-à-dire que l'Ukraine voulant intégrer c'est-à-dire que l'OTAN, a mis son veto que non. Poutine a dit je ne veux pas que l'OTAN intègre la Russie par rapport à ma souveraineté. Parce que si on vient poser les bases militaires juste en face, c'est-à-dire que juste à l'Ukraine, c'est mon intégrité territoriale qui sera menacée. L'Ukraine aspire à intégrer l'Europe. Les Européens ont encouragé l'Ukraine dans ce sens-là, de tenir tête à Poutine, avec l'appui des Américains.
À cette époque-là, il y avait plusieurs gouvernements. Hein, ça a commencé depuis le gouvernement, c'est-à-dire voilà, Obama, jusqu'à Joe Biden, mais qui appuyait, c'est-à-dire que l'Ukraine, pour que l'Ukraine résiste. On sait que la Russie, c'est-à-dire a attaqué, parce que, c'est-à-dire quoi, nous ne voulons pas, voir l'Ukraine accéder à l'OTAN. Ce que je t'explique ici, c'est pour que tu comprennes les rapports de force. Les médias ont commencé, c'est-à-dire que voilà, les médias ont commencé à diaboliser Poutine, à dire que Poutine, c'est-à-dire que c'est un dictateur. Poutine, c'est-à-dire qu'il est en train de marcher, c'est-à-dire que sur l'Ukraine. Poutine est en train de casser les pactes, le pacte que l'Europe avait signé, c'est-à-dire que de non-agression, c'est-à-dire que des pays occidentaux. Mais quand l'Europe voit ça, l'Europe voit la menace. L'Europe se dit, si Poutine commence maintenant à vouloir prendre l'Ukraine, qu'est-ce qui pourra l'arrêter? Mais ne pas oublier que dans cette affaire-là aussi, c'est une affaire de business. On est en train de voir ça en lui. Tous les médias mainstream étaient là, c'était Poutine contre le reste du monde. En tout cas, l'Occident était contre Poutine. Dans cette affaire-là, il a fallu aussi que l'Afrique aussi se prononce. Parce que lorsqu'il fallait aller à l'ONU, pour voter les droits de veto, ou pour voter les sanctions, on a vu aussi que plusieurs Africains se sont abstenus. Plusieurs Africains se sont abstenus. On a fait des directs ici. Je vous ai fait des directs ici où je disais, mais est-ce que l'Europe sait à quel jeu elle joue? L'Europe est en train de dire que de rentrer dans un jeu dont elle ignore les règles. Parce que lorsqu'elle donne les sanctions, c'est-à-dire qu'à la Russie, sachant que c'est la Russie qui procure le blé, qui procure l'huile de tournesol, qui procure le gaz, qui donne le pétrole, qui donne les engrais. On a vu tout de suite comment, lorsque la Russie a été sanctionnée, et que la Russie aussi a mis ses sanctions, on a vu comment l'Europe a commencé à peiner. Tout de suite, on a eu l'inflation, on a eu des crises énergétiques, il y a des entreprises qui ont fermé. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'Amérique subissait? L'Amérique ne subit rien. L'Amérique ne dépend pas, c'est-à-dire du gaz russe. Tout au contraire, l'Amérique a le gaz liquéfié. Quand l'Amérique voit l'Allemagne, première puissance économique, première puissance industrielle, commencer à peiner, tu penses que l'Amérique, son intérêt, c'est quoi? C'est que l'Europe peine, que l'Allemagne peine, et que l'Europe vienne acheter son gaz liquéfié. C'était ça leur stratégie. Et dans ce conflit-là, l'Amérique a envoyé les armes, a envoyé de l'argent. C'est pour ça que tu entends aujourd'hui parler de plus de 350 milliards d'aides. Et ce ne sont pas les aides. Parce que le langage était les aides. On nous passe dans l'émotion comme ça que les aides, nous on pense que c'est des aides, ce ne sont pas des aides. Donald Trump est venu vraiment taper le pied sur la fourmière pour nous dire que ce ne sont pas les aides. 350 milliards. Donc en armement, en missiles, en matériel militaire. 350 milliards. L'Europe aussi en a donné. L'Europe a donné. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a 1 mois et demi déjà, Donald Trump a été élu président. Sous la surprise générale de tout le monde. Personne t'a dit que nous voyons Donald Trump revenir briguer un deuxième mandat. Tu sais ce que Donald Trump a traversé? Donald Trump a traversé beaucoup de calomnies, beaucoup de procès. Et on a même eu... on a même intenté à sa vie. Tu peux te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que Donald Trump arrive? Donc quand Donald Trump arrive aussi, il arrive de façon revancharde. Il vient en disant qu'il vient taper le pied sur l'établissement. Il vient casser l'omerta, c'est-à-dire que politique. Il vient détruire la bureaucratie. Et tu as vu, derrière lui, qui c'est qui est derrière lui? L'homme le plus riche au monde, Elon Musk. Patron de SpaceX, patron de Twitter qui est X maintenant, patron, c'est-à-dire que de Telsa, Telsa, et a derrière lui, c'est-à-dire que la compagnie Nvidia,
a comme ça les multimilliardaires. Dans son gouvernement, il a 13 multimilliardaires. Il a les sociétés, c'est-à-dire que de CAC 40, il a des multimilliardaires qui le soutiennent. J'ai coutume à te dire ici que c'est la finance qui dirige, que c'est les hommes d'affaires qui dirigent les politiques. Donc, ils ont investi comme ça des millions de dollars, voire des milliards pour soutenir Donald Trump. Donc, quand Donald Trump arrive, il vient faire vengeance. Tu as vu, dès qu'il est arrivé, il a commencé à signer les décrets. Il a dit, lui, il vient te dire que finit cette guerre. Le discours qu'on avait, que c'est Poutine qui est le dictateur, que c'est Poutine qui est en train de venir, je vais dire, prendre de force l'Ukraine. Le gouvernement de Donald Trump a changé de discours. Tu vois, Donald Trump est maintenant sur une autre idéologie. Une idéologie différente de l'idéologie, je vais dire, diplomatique américaine. Il est arrivé tout de suite, il a attaqué l'immigration. Il a dit, il met des taxes. Il dit, il met les taxes à la Chine. Il met les taxes au Mexique. Il met les taxes au Canada. Et tu as vu les répercussions que ça donnait. La bourse a chuté. La compagnie Nvidia a perdu comme ça 500 milliards. La bourse a commencé à paniquer, c'est-à-dire que les coûts du marché ont baissé. La Chine aussi, ne s'est pas fait plier. La Chine aussi, tout de suite a répliqué. Ce que je t'explique là, c'est les rapports de force. Toi qui vas aller entreprendre, toi qui vas aller faire le business, tu vas aller faire quel genre de business? Toi qui es en Afrique, tu seras impacté. Que tu le veux ou non, tu seras impacté. Et c'est de comprendre aujourd'hui que nous qui sommes les Africains, qui sommes toujours là, c'est-à-dire qu'à vouloir qu'on nous aime, qui sommes là, c'est-à-dire qu'à nous lamenter, à chercher les excuses. Je voudrais que tu comprennes comment les alliés de tous les jours, l'Europe et l'Amérique, sont des alliés de plus de 100 ans, depuis la Première Guerre mondiale, et même au-delà. Comment aujourd'hui Donald Trump est en train de déposer l'Europe pour ses intérêts. Donald Trump est arrivé en disant America first. Let's make America great again. Donc il vient défendre les intérêts de l'Amérique. Il veut réindustrialiser l'Amérique. Il a dit, je voudrais que l'Amérique nourrisse le monde. Je voudrais que sur le plan technologique, que l'Amérique soit devant. Tu as vu lors de son investiture, lorsqu'il a prononcé le discours, tout de suite, à même pas tardé que 3 jours, tu as DeepSeek, une compagnie chinoise, a sorti une intelligence artificielle au nom de DeepSeek qui est venue saboter les rêves des Américains. Parce que Donald Trump ils avaient sorti un programme de plus de 500 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Cette compagnie-là, avec moins de 2 milliards, avec moins de 2 millions d'euros. Donc, avec moins de 2 millions d'euros, ils ont sorti une intelligence artificielle qui vient rivaliser, qui vient même dépasser, c'est-à-dire que OpenAI. Donc, ChatGPT OpenAI. Donc, imagine un peu le choc. Et c'est ça le rapport de force. Donald Trump a fait une sortie qui a reconnu, c'est-à-dire que la performance des Chinois. Mais le fait que DeepSeek sorte cette intelligence artificielle a fait plonger les cours de la bourse, a fait perdre une compagnie comme Nvidia plus de 500 milliards de dollars. Comprends le rapport de force et comprends où sont les enjeux aujourd'hui. Donald Trump, un homme d'affaires, parce que tous là, ils sont là pour les affaires. On sait aussi que au sein du gouvernement américain, Donald Trump a été poursuivi parce que par rapport aux dernières élections, comme quoi il avait truqué les élections, que Poutine avait aidé. Donc beaucoup savent que Donald Trump a un penchant, c'est-à-dire qu'avec la Russie. Donald Trump aime la Russie. Donald Trump est fasciné par la personne de Poutine. Mais est-ce que c'est-à-dire que c'est de façon anodine? Donald Trump est fasciné par Poutine parce que Poutine la Russie reste une puissance militaire mondiale. Pour la Russie, c'est-à-dire qu'en termes d'armement,
même sur le plan nucléaire, la Russie est en tête. Donc quand Donald Trump regarde, Donald Trump dit, mais quels sont les hommes forts? Parce que lui, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Ce n'est pas un diplomate, il n'est pas là dans la diplomatie. Lui, il vient fonctionner comme un shérif. Comme je vous ai dit, c'est le rapport de force, c'est la loi du plus fort. Celui qui est costaud parle. Il regarde. Eux, les Américains, qui sont première puissance mondiale que sur le plan de la défense. Pourquoi? Parce qu'ils ont un budget de plus de 900 milliards sur la défense. Sur le plan nucléaire, ils ont plus de 2000 têtes de nucléaire. La deuxième puissance sur le plan de la défense, c'est la Chine. En termes de budget, la Chine vient avec plus de 191 milliards de dollars. Et eux, ils ont 109 têtes de nucléaire. La Russie vient avec 109 milliards de budget, mais eux, ils ont 3400 têtes de nucléaire. 3400 têtes. Une personne qui a 3400 têtes de nucléaire, pas n'importe quel genre de nucléaire, tu peux aller parler n'importe comment avec. Monsieur Zelensky qui est là, l'Ukraine n'est pas une puissance. Et lorsqu'on regarde l'Europe, c'est la France qui a le nucléaire et puis l'Angleterre. Et en termes de puissance, la France ne rivalise pas que la Russie, ne rivalise même pas que l'Amérique. Donc tu vois que le rapport de force est déjà fait. Donc quand Donald Trump arrive, il a plus intérêt à être ami avec la Russie parce qu'il ne veut pas aussi que la Russie aille trop faire copain-copine avec la Chine. Parce que tu vois en ce moment où la Russie est sanctionnée, la Russie fonctionne avec la Chine. Et depuis que la Russie a été sanctionnée, la Russie a eu plus quoi? Plus de 1000 sanctions. Ces sanctions-là n'ont rien fait. La Russie continue à commercer avec le BRICS. La Russie vend son pétrole aux membres du BRICS. Et ces membres du BRICS vendent le pétrole à l'Europe. Quelle aberration. Les sanctions servent à quoi finalement? Je veux que tu comprennes le rapport de force, que tu comprennes comment le monde fonctionne, que tu ne sois pas là dans les émotions. Quand Donald Trump arrive maintenant, il change de braquet, il change de narratif. Il dit cache comme ça que lui, il vient faire la paix. Et tu sais, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à signer les décrets. Et lui, il a dit, il vient servir le peuple qu'il a élu. Il vient casser, c'est-à-dire que la bureaucratie. Qu'il y a énormément de corruption dans la bureaucratie américaine, qu'il y a un manque, c'est-à-dire que de liberté d'expression, et il vient donner, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est-à-dire qu'au peuple. Et ce pouvoir qu'il vient donner au peuple, est-ce qu'il le fait, c'est-à-dire que selon les règles de l'art? Lui-même, il a dit, lorsqu'un citoyen est là pour œuvrer pour le bien-être de son pays, peu importe les moyens, ben, on ne regarde pas que si c'est bien ou pas. C'est encore, c'est-à-dire que la loi du shérif. Donc lorsqu'il arrive, il commence comme ça à mettre les taxes à tout va. Et il dit par rapport à l'Ukraine, lui, il veut, c'est-à-dire que 500 milliards de dollars en termes de compensation sur les terres rares. 500 milliards. C'est ça. Lui, son pays, c'est-à-dire que l'Amérique a déjà avancé comme ça 350 milliards. Lui, il veut 500 milliards. Il ne cherche pas à comprendre. Mets-toi à la place de Zelensky. Tu as vu ce que ça a donné là il y a quelques jours. Zelensky est allé à la Maison Blanche. Tu as vu, c'est-à-dire que la violence par laquelle Donald Trump, c'est-à-dire que la violence que Zelensky a reçue. Violence, c'est-à-dire que sur le plan verbal, violence sur tous les coups. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Depuis que tu vois sur le plan diplomatique, même quand certains chefs d'État, certains pays sont en désaccord, est-ce que tu as déjà assisté comme ça à des violences, à des pareils propos, c'est-à-dire que violence sur le plan médiatique, télévisé? Tu vois que Donald Trump, il vient sans complexe. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui maîtrise bien la télévision. Il a même aussi fait de la télé-réalité, que dans ces moments perdus où il était un peu en déséquilibre sur le plan financier, il a fait de la télé-réalité, donc il connaît la télé. Regarde déjà l'accueil de Zelensky. Un chef d'État qui arrive sur le plan officiel. Le journaliste se pose la question, mais pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il est habillé comme ça? De toi à moi. Est-ce que ça se fait? Le savoir-vivre là, on sait des fois que c'est chez nous qu'on manque le savoir-vivre. Mais dans un pays développé, un pays souverain, on parle d'un chef d'État souverain qui vient, c'est-à-dire que voit son homologue
un journaliste pose la question de façon officielle que pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça? Et le président Trump qui dit, mais vous voyez, cette fois-ci, il est bien habillé, non? Selon vous, c'est quoi? Le rapport de force commence par là. L'humiliation commence par là. Imagine ton président, il va, c'est-à-dire que lors d'une visite officielle, on lui dit comment il est habillé. Dans la Maison Blanche, quelqu'un qui fait, une personne qui fait partie des officiels de la Maison Blanche se permet de poser la question à un chef d'État que pourquoi vous êtes habillé comme ça, pourquoi vous ne portez pas le costume et la cravate? Ouais, mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez ce qu'on appelle le rapport de force? On vient de dire que négocier ici un contrat où c'est la vie des Ukrainiens qui est en jeu. Et une personne se met à poser une question qui sort du contexte. Mais le problème, c'est quoi? C'est fait exprès afin de pouvoir déstabiliser, c'est-à-dire que le président Zelensky. On a des fois, c'est-à-dire que des têtes à tête, on peut se poser la question, qu'est-ce que faisait, c'est-à-dire que le vice-président dans la Maison Blanche? Vous avez vu que le vice-président était là pour attiser, c'est-à-dire que le feu. C'est le vice-président qui lançait les pics. Alors, M. Zelensky, on lui demande de signer l'accord. M. Zelensky demande ce qui est normal, que cet accord que je vais signer, je suis prêt à vous céder avec les terres rares. Même 500 milliards que Donald Trump demande, est-ce qu'il a fait l'inventaire? Il connaît exactement ce qui est dans les terres, les sous-sols ukrainiens. Donc, il sort un chiffre de 500 milliards comme ça, et il met sur le fait accompli avec M. Zelensky. Mais M. Zelensky, quand même, dit, mais je veux bien signer. Mais est-ce que vous me garantissez le fait que si je signe, que la Russie ne vienne pas encore refaire la même chose de toi à moi? Il a quand même le droit, non? Même si on sait que voilà, c'est comme Poutine avait commencé, que c'est un piètre comédien, qu'il n'a jamais rien fait de sa vie, que c'est un dictateur. Tu as vu comment, je vais dire Donald Trump. Donald Trump avait envoyé, avant que Zelensky n'arrive, a envoyé son émissaire. Tu avait envoyé un émissaire en Ukraine. L'émissaire n'a pas été reçu tel que par Zelensky. Ce que Trump a dit, c'est que Zelensky dormait et n'a pas reçu tel que son ministre des Relations étrangères. Ça a remonté Poutine. Poutine a tout de suite envoyé l'ancien communiqué. Tu sais que lui, c'est toujours par les messages électroniques. Que Zelensky, c'est un piètre comédien qui n'a jamais réussi dans la comédie et que c'est un dictateur. Wow, il retourne l'affaire, que c'est Zelensky qui est le dictateur. Comment l'Europe prend ça? C'est un message qui vient encore sonner l'Europe. Ça change maintenant le narratif. Ça change toute la donne. C'est Zelensky maintenant qui est le dictateur. C'est Zelensky qui a commencé. C'est Zelensky qui va annexer, c'est-à-dire que la Russie. Il met un coup de pression. Donc tu vois que quand Zelensky arrive à la maison, là, tu peux imaginer maintenant l'atmosphère. Eux, ils avaient déjà préparé la sauce. Ils savaient qu'ils vont le manger dans la sauce. Quand Zelensky demande quand même les garanties, Donald Trump lui dit, mon ami, là où tu es là, tu n'es pas en position de force. Tu n'as pas les cartes en main. Tu ne peux demander aucune garantie. C'est nous qui t'avons aidé. C'est nous qui t'avons donné plus de 350 milliards de dollars. C'est nous qui t'avons donné nos armes. Sans nos armes, la Russie allait te détruire en 2 semaines. Zelensky, tu vois, Zelensky dit, oui, non, je suis d'accord avec vous. Poutine me le dit aussi, Poutine aussi me l'a dit. Poutine m'a dit en 2 ou 3 jours. Poutine m'a dit en 2 ou 3 jours. De toi à moi, si cette négociation est claire, pourquoi Donald Trump ne donne pas les garanties? Pourquoi Donald Trump ne dit pas que oui, si vous signez l'accord, je garantis que votre protection, la Russie ne pourra pas venir? C'est stratégique. C'est les rapports de force. Et même tel que Donald Trump le dit, Donald Trump dit, mais vous voulez que je dise une chose alors que je vais aller négocier tel que dans quelques jours ou dans quelques mois avec M. Poutine? M. Poutine, tel que c'est une puissance. N'oublie pas, j'ai dit que la Russie a 3400 têtes de nucléaire. C'est une puissance militaire de feu. Moi, je vais commencer tel que déjà le provoquer là maintenant alors que je dois aller tel que m'asseoir avec lui. Non, ça ne se fait pas. Donc, Donald Trump cherche les moins chers. Les moins chers, c'est qui? C'est la Russie, c'est l'Europe.
Et Donald Trump vient se venger. Donald Trump dit, c'est ça ou rien. Là, tu nous manques de respect. Et là où Zelensky a poussé que le bouchon, a mis un petit crochet à Trump, c'est que oui, vous voyez, vous pouvez le dire, vous pouvez remercier le bon Dieu. Parce que pour l'instant, ça ne vous arrive pas. Mais ça va vous arriver. Mais la chose que vous avez, vous pouvez remercier le ciel, c'est qu'il y a l'océan qui vous sépare. Alors là, il ne fallait pas dire ça. Il a dit, il y a l'océan qui vous sépare, mais bientôt vous allez le ressentir. Alors là, Trump est sorti de second. Trump dit, non, 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 non. Ne nous dis pas ce qu'on va ressentir. Non, 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 nous sommes bien, nous sommes bien. On sait comment qu'on va gérer ça. Nous sommes bien. Ne nous dis pas déjà ce qu'on va ressentir. Toi, tu n'es pas en position de force. Tu ne peux pas nous dire ce qu'on va ressentir. Tu ne peux pas nous dire ce qu'on va ressentir. C'est nous qui t'avons aidé. Au lieu de nous dire merci, que tu es là, nous dit, nous sommes bien, on sait comment on va gérer. As-tu déjà vu des choses comme ça? Voilà comment tu as dit que la conversation s'abrège. L'autre vice-président qui dit, mais M. Zelensky, vous venez manquer de respect, c'est-à-dire qu'à notre président de la Maison-Blanche, vous devez dire merci. Hein? L'Amérique vous a tout tendu la main, l'Amérique vous a donné, machin, on vous a aidé. Au lieu de dire merci, Zelensky dit, mais je n'arrête pas de dire merci. Mais qu'est-ce que vous voulez? Zelensky aussi a ça. Zelensky aussi a son honneur à jouer, parce qu'il faut comprendre que Zelensky, il reste le président de l'Ukraine. Bien que son mandat soit terminé, mais comme son pays est encore en guerre, il y a son pays qui doit défendre. Donald Trump vient mettre la carte, vient mettre la carte de l'émotion. Il faut très bien comprendre. Je vous ai dit qu'on est dans un monde de manipulation et on nous vend l'émotion. Mais moi, je vais arrêter cette guerre parce que, vous voyez, vous avez une population qui est vaillante. Mais vous n'avez plus, que vous êtes en train de forcer les jeunes à aller faire avec la guerre. Moi, je vais arrêter cette guerre-là. Vous avez une population qui est vaillante, mais vous êtes en train de forcer que les gens allaient faire la guerre. Moi, je ne veux plus voir les jeunes mourir. L'émotion. Qu'est-ce que la population va entendre ça? Donald Trump, c'est un homme bien. Il veut venir bloquer cette guerre. Parce que vous savez, l'argent, c'est-à-dire qu'on peut créer l'argent. L'argent, on peut fabriquer l'argent. Mais les vies humaines, on ne peut pas ramener les vies humaines. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Mais il sort encore la carte émotionnelle. Mais Zelensky aussi de son côté, oui. Il veut protéger les vies humaines. Mais il a aussi un pays à protéger. Il a aussi des comptes à rendre à son peuple. S'il vient céder dans les terres aussi facilement. S'il vient vraiment faire amen, amen, amen. Quelle est l'image que ça va donner à son peuple? Donc Zelensky aussi avait son honneur à jouer et l'honneur de son pays à jouer. Est-ce qu'il devait répondre comme ça? Mais il s'est senti attaqué. La question à poser, combien de chefs d'État dans nos différents pays d'Afrique pouvaient tenir tête ou pouvaient répondre? Vous voyez, c'est ça le rapport de force. Parce que Zelensky aussi ne veut pas rentrer dans l'histoire comme le chef d'État, comme le président qui a bradé son pays. Parce qu'on parle ici de 500 milliards de terres rares. Donc c'est pratiquement de brader ses ressources. De brader ses ressources. Donc tu imagines, s'il va signer des accords comme ça, de façon olé, c'est lui qui sera très mal vu. Même si demain il veut poser sa candidature, il ne pourra pas passer. Et même dans l'histoire, il sera fiché. Donc, l'entrevue s'est mal passée. L'entrevue s'est soldée en queue de poisson. Il est parti en Europe. Les Européens l'ont accueilli. Il est parti voir le Premier ministre anglais. Et il y a eu une réunion des différents chefs d'État européens. Ils se sont assis tous de suite. Oh non, machin, c'est-à-dire que Trump est allé trop loin, très abusé. Trump, machin, Trump opère de façon, c'est-à-dire unilatérale. Trump opère comme un shérif, il ne demande pas. Mais la vérité est que Trump met l'Europe face à leurs responsabilités. C'est l'Amérique qui protège l'Europe. Je reviens encore sur la souveraineté militaire. La souveraineté. L'OTAN, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui protège tous les pays européens. Donc, depuis les sorties de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique s'est portée garante à protéger l'Europe.
Pendant plus de 100 ans, les Européens se sont assis à compter sur la protection américaine. L'Europe n'a pas investi que sur le plan de l'armement. Combien de pays fabriquent les armes en Europe? Beaucoup préfèrent aller acheter leurs armes auprès des Américains. Donc pendant plus de 100 ans, l'Amérique a développé sa technologie sur le plan de l'armement. Et les Européens n'ont pas investi sur ce plan-là. Donc quand on se lève là aujourd'hui qu'il faut défendre la souveraineté européenne, les Européens ne sont pas forts. Quand on prend que l'Europe réunie, on met leur armement, ils ne font pas, ils ne peuvent pas faire face aux Américains. Ils ne peuvent pas faire face à la Russie. Même Macron l'a dit, la Russie est en train de venir déstabiliser nos intérêts en Afrique, mais on ne peut pas faire grand-chose parce que la Russie est à l'effort de guerre. La Russie a investi massivement sur le plan de la défense. La Russie et leur crainte, c'est que la Russie ne prenne pas l'Ukraine, parce que si la Russie prend l'Ukraine, mais c'est grave. La Russie va encore bénéficier de l'effort de guerre de ukrainien avec l'armement américain et en plus de ce qu'ils ont, mais ça va être violent. Donc lorsqu'ils sont allés siéger, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire, à l'instant T là, ils ne peuvent pas faire tête à l'Amérique. Le conseil qui a été donné, parce qu'ils ont regardé les Américains sur le plan technologique aujourd'hui, ils ont les meilleurs armements technologiques. Rien que sur la couverture spatiale, les satellites, ils ont les meilleurs satellites. Et aujourd'hui, que la guerre est sur le plan de la communication. Une armée qui n'a pas de communication, elle va faire quoi? Et le gros piège maintenant, que c'est le satellite que Starlink, Elon Musk a donné à l'Ukraine. Si aujourd'hui, que l'Ukraine dit niet, je ne signe pas, l'Amérique retire Starlink, l'Amérique bloque la fourniture d'armement. Et c'est ce que Donald Trump a fait. Tout de suite, rétropédalage, Zelensky a envoyé un courrier, comme quoi il est prêt à se mettre sur la table des négociations. Il aimerait bien négocier avec l'Amérique. Il va être prêt à céder ces terres. Et qu'est-ce que Donald Trump lui fait? Donald Trump, aujourd'hui, au moment où je parle, au Congrès, il a lu la lettre, il a dit, M. Zelensky m'a envoyé une lettre où il s'excuse et qu'il est prêt à revenir sur l'état de négociation, nous cédant voilà, les 500 milliards de terres rares, afin qu'on puisse ramener la paix avec son pays. Et standing ovation. L'auditoire s'est levé, applaudi. C'est ça le rapport de force. Si tu ne comprends pas dans quel monde nous sommes, tu ne comprendras pas comment le monde fonctionne. Et j'ai coutume à te dire, quand on parle des terres, quels sont ceux qui vont exploiter ces terres? Ce ne sont pas les sociétés. Ce ne sont pas les sociétés étatiques. Ce sont les compagnies multinationales détenues par les hommes d'affaires privés. Quand on parle aujourd'hui d'armement, ce ne sont pas les pays, ce sont les compagnies privées d'armement. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire en Europe qu'on se doit de faire l'effort de guerre, qu'on doit commencer à cotiser pour pouvoir réindustrialiser les compagnies d'armement. À qui ça va profiter? Ça va profiter aux investisseurs. Au détriment de quoi? Au détriment maintenant aussi peut-être de la souveraineté alimentaire, au détriment peut-être de toutes choses. Ils vont dire, bon, à travers les industries d'armement, ça va créer de l'emploi. À qui ça va profiter? C'est pour ça que je vous dis ici à chaque fois que nos différents gouvernements, nous ne comptons sur rien. Ceux qui ont le contrôle aujourd'hui, c'est le monde, c'est-à-dire que c'est les multinationales. Les multinationales. Et je dis encore ici que le pouvoir que nous avons, c'est le choix de pouvoir, c'est-à-dire que savoir que je mets mon argent dans ce business qui bénéficie à l'économie de mon pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde aujourd'hui de plus en plus, c'est-à-dire que là, changeant. Le monde aujourd'hui est changeant. Tous les pays aujourd'hui et les continents aujourd'hui
que ce soit, quand je dis les continents, continent européen, continent asiatique, tu as l'Amérique, chacun est dans ce qu'on appelle le repli sur soi, le protectionnisme. C'est beaucoup plus le nationalisme. On le voit même sur le plan qu'aujourd'hui politique. On voit que la montée de plus en plus des partis que des extrêmes, où on revendique une certaine idéologie de repli sur soi. Moi, la question que je pose, c'est que l'Afrique, dans tout ça, on est où? Comment parlent nos hommes d'affaires? Vous voyez le monde de rapport de force? Dans ce monde de rapport de force, l'Amérique a gelé les biens de la Russie à hauteur de plus de 300 milliards de dollars. L'Europe aussi a gelé à plus de 350 milliards de dollars. Et dans leurs transactions, ils disent, bon, l'argent qu'ils ont gelé tel que des Russes, on parle d'argent des oligarques russes, hein, ils peuvent utiliser ça pour l'effort de guerre. On a dit non. Les règles de relations internationales refusent ça. On peut geler, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser. Si vous utilisez, vous êtes hors la loi. Donc c'est pour nous dire aussi que même nous qui sommes à l'étranger, les business qu'on va faire, tu vas aller investir en bourse, tu vas aller investir en immobilier, tu es en Occident, mais tu investis pour quelle économie? Et que du jour au lendemain, on peut geler tout ça. C'est pour ça que de façon stratégique, tu vois, M. Aliko Dangote n'investit pas en Occident. Il investit en Afrique. Parce qu'il sait qu'il y a ça, il y a ce jeu-là. Que le jour où son pays enfreint les règles, la sanction sera qu'on va geler tous les biens des investisseurs, c'est-à-dire ressortissants du Nigeria. Le jour où l'Afrique ne parle pas bien, on met le veto, on sanctionne tous les investisseurs, tous les hommes d'affaires africains qui ont les avoirs, c'est-à-dire qu'à l'étranger. C'est ça le rapport de force. Le jour où on ne parle pas bien, on nous stoppe les aides comme USAID, comme Donald Trump l'a fait. C'est ça le monde de rapport de force. Je suis aussi en train de voir comment tu as dit que du côté de l'Afrique de l'Ouest, certains pays sont en train d'évoluer. La question ici, c'est qu'on se doit de faire attention. Alors, avec le changement, le virement que Donald Trump a pu faire, est-ce que ça nous rassure? Si Donald Trump peut comme ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, lâcher ses alliés de plus de 100 ans, vous pensez que les différents accords qu'ils font avec nos pays en Afrique, on peut se fier à ça? Quand vous voyez comment Donald Trump vient de façon ho-ha, dit qu'il veut 500 milliards de terres rares, c'est ça ou rien. Vous pensez, avec ça, vous pensez que nos chefs d'État peuvent vraiment parler? Quand vous voyez comment Donald Trump a traité M. Zelensky à la Maison Blanche, vous pensez vraiment que nos chefs d'État peuvent faire le poids? Mais ce sont des enseignements comme ça qui doivent nous amener à comprendre que nos chefs d'État qui sont là, ils n'ont pas la maîtrise des choses. On parle ici des pays qui sont souverains. On parle ici d'une Europe qui est souveraine, mais qui baisse les Chines, qui coupe les Chines face à l'Amérique, qui coupe les Chines face à la Chine, qui coupe les Chines face à la Russie. Nous sommes là face à une guerre d'hégémonie. L'Amérique est en train de défendre sa première place. Une première place même que je pense que la Chine a même déjà prise. Si l'Amérique veut les terres rares, c'est parce qu'elle veut compétir avec la Chine. La Chine aujourd'hui, telle que maligne comme elle est, c'est elle qui contrôle 80% des terres rares du monde. Et ces terres rares-là aujourd'hui servent à la technologie, à l'aéronautique, à l'électronique, à l'automobile, à la technologie sur le plan des armements. Et l'automobile, aujourd'hui, tu sais que le combat, c'est sur les voitures électriques. Sur les voitures électriques. Et tu peux imaginer qui peut être derrière ça. C'est Elon Musk, c'est machin. Parce que Elon Musk, à l'heure où je te parle, les ventes de Tesla sont en train de chuter. Tesla est en train de perdre de pied par rapport au positionnement d'Elon Musk, par rapport au fait qu'il est là et soutient les politiques de l'extrême droite, parce qu'il est là, qu'à vouloir, il apporte une certaine idéologie. Mais tu vois que Tesla, partout dans le monde, c'est en train de chuter. Et Donald Trump, son adversaire, c'est-à-dire que frontal, c'est la Chine et le Japon. La Chine et le Japon, pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué ici.
La Chine a utilisé cette stratégie qui consiste à se replier sur elle-même, à faire avec ses forces. Elle a développé, c'est-à-dire que ses chaînes de valeur endogènes. Elle a éduqué sa population, formé une main-d'œuvre qualifiée, formé une main-d'œuvre répondante, c'est-à-dire aux réalités telles que locales. Elle s'est ouverte au monde en étant l'usine du monde. L'avantage que la Chine a, et même que le Japon a aussi, c'est que leur monnaie est faible. Leur monnaie est faible. Le combat, c'est-à-dire que de l'Amérique aujourd'hui, et même de l'Europe, c'est de voir la Chine et le Japon réévaluer leur monnaie. Ce qui ne viendra pas du jour au lendemain. C'est pour ça que la Chine est l'usine du monde. En allant donc produire en Chine, la Chine gagne en termes de savoir-faire, en termes de savoir-faire faire. La Chine aussi développe ses propres richesses endogènes. Pendant qu'ici en Europe, ils ont levé le pied sur l'industrialisation, en allant, en déportant, en délocalisant les industries, ben la Chine en a profité. Oui, pendant ce temps, la Chine polluait. On préfère toujours aller polluer chez l'autre. La Chine a continué à polluer, la Chine a continué à extraire les minéraux, pendant qu'eux ici, ils voulaient une Europe ou une Amérique propre. Donc la Chine a profité pendant toutes ces décennies, plus de 30 ou 40 ou 50 ans, à amasser en termes de minéraux rares, sans compter les minéraux rares que la Chine va prendre en Afrique. C'est ça le combat aujourd'hui. Et la Chine aujourd'hui, en termes de technologie, la Chine est aujourd'hui au higher level sur le plan technologique, parce qu'on a besoin de tous ces minéraux, du coltan, du cuivre, de l'étain, du coltan, des terres rares, du manganèse, du lithium. On a besoin de tout ça. Et eux, ils sont aujourd'hui à la pointe de tout ça. Donc, le combat, c'est-à-dire qu'il est là. C'est une guerre commerciale. C'est une guerre commerciale. Et tu vois que quand les États-Unis mettent les taxes au niveau de la Chine met les taxes pareilles. La Chine met les taxes, et qui en partie, c'est beaucoup plus les États-Unis. Parce que les Chinois, en termes de consommation intérieure, eux, ils consomment les produits. Ils sont plus d'1 milliard, 1,4 milliard. Aux États-Unis, ils sont quoi? Ils sont 350 millions ou 400 millions. Et une marque comme Tesla, ce n'est pas consommé, c'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup plus consommé aux États-Unis. La consommation, c'est-à-dire qu'elle est éparpillée. Or, une marque comme BWD, c'est une marque de voiture électrique premium en Chine. La consommation locale est à 75%. Et il n'y a pas que cette marque, ils ont comme ça 5 marques de voitures électriques. Donc tu vois que lorsque l'Amérique met les taxes pour les voitures électriques en Chine, ça ne touche pas l'économie chinoise. Tout au contraire, c'est les Américains qui souffrent. Parce que Tesla a une usine en Chine. Et il y a des consommateurs chinois qui utilisent Tesla. Donc lorsqu'on met les taxes, ça touche beaucoup plus l'Amérique. Ça touche aussi Tesla. Les ventes de Tesla ont chuté en Europe. Les ventes de Tesla ont chuté en Australie. Ça a chuté un peu partout. Tu vois? Donc, et quand un pays comme la Chine dit, OK, tu nous as mis les taxes, on ne va plus importer, c'est-à-dire que votre alimentation. La Chine importait massivement le maïs et le soja. Et la viande de porc venue, c'est-à-dire que de l'Amérique. Lorsque la Chine dit, je n'importe plus, c'est un coup dur auprès des producteurs. Le combat, il est là. Le combat est maintenant sur le portefeuille, le porte-monnaie. On frappe là où ça fait mal. Et nous, dans tout ça, quelle est la stratégie que nous avons? Quelle est l'idéologie que nous avons? Nous sommes là à importer tout ce qui vient de l'Occident. Nous ne sommes pas souverains sur le plan alimentaire, souverains sur le plan militaire, souverains sur le plan de l'éducation. Nous ne sommes pas souverains sur le plan... On n'a pas l'autonomie. Donc on se doit aujourd'hui, plutôt, comme je dis, plus que jamais, contrôler ce que nous consommons. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois ainsi qu'on se doit de faire attention au choix des business que nous faisons. Lorsque tu dis que tu vas aller faire l'élevage de poulet de chair, qui est-ce que tu enrichis? Je te dis à chaque fois, tu enrichis le producteur occidental. Lorsque tu veux dire que tu vas aller faire, c'est-à-dire que je sais pas moi, de l'import-export, tu vas aller acheter dans tous ces pays, tu enrichis l'économie extérieure.
Et le monde de rapport de force, c'est quoi? C'est avec cet argent que tu leur donnes, ils viennent te dominer, ils viennent te mater. Le jour où tu deviens donc dépendant, ça donne ce que Zelensky a eu avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Non, 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 monsieur. Vous n'avez rien à nous dire. Vous n'êtes pas en position de force. Vous n'avez pas les cartes à main. C'est nous qui avons la parole. Si on vous lâche, vous êtes fini. Tout comme nous sommes allés en Russie avec commander le blé. C'est ça le monde de rapport de force. On peut inverser ça aujourd'hui en produisant local, en consommant local, en choisissant où est-ce qu'on va, à qui est-ce qu'on donne notre argent. Les Européens ont commencé déjà à réfléchir dans ce sorte. Le Canada a commencé déjà à mettre le consommer canadien. Les Européens sont en train de réfléchir à comment dire qu'il faut consommer tel qu'Européen. Certains ont voulu commencer à boycotter tel que Coca-Cola, boycotter tel que McDonald's. Mais attention, parce que c'est un effet, c'est-à-dire que à double tranchant. Parce que si tu vas boycotter maintenant McDonald's, McDonald's embauche aussi la population de ton pays. C'est les gens que tu vas mettre au chômage. Donc il faut réfléchir, il faut bien réfléchir à savoir sur quel type de produit vraiment bien boycotter et qui pourra avoir un impact significatif sur l'économie américaine. Les Canadiens ont réfléchi en disant qu'ils ne vont plus que voyager que du côté de l'Amérique. On a vu un impact significatif de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars sur le plan touristique. En l'espace de quelques mois, 2 milliards de dollars. Donc, vous voyez, c'est comme ça, de façon stratégique, qu'on fait pour pouvoir déstabiliser aussi. C'est les rapports de force, en fait. Nous, on a énormément de leviers sur lesquels on peut faire les rapports de force. On peut faire le rapport de force sur nos matières premières. On peut faire les matières premières minières, matières premières agricoles. On peut faire le rapport de force, mais cela, ça va demander aujourd'hui qu'on commence nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à acquérir la science, à acquérir la technologie, afin de pouvoir transformer tout ça. Ne plus donner les matières premières brutes. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire qu'apporter la plus-value, développer les chaînes de valeur, commencer à faire, c'est-à-dire que du commerce sur le plan, c'est-à-dire que local, sur le plan continental. Nous avons une population de plus de 1,5 milliard. C'est des bouches à nourrir. On peut dire commercer entre nous pour pouvoir bloquer le rapport de force. Parce que lorsqu'on pense à aller commercer à l'extérieur, il y a les normes. Ils ont énormément de normes qu'ils mettent pour créer le protectionnisme, pour nous bloquer à chaque fois. À nous aussi de pouvoir mettre nos normes, de pouvoir commercer entre nous. On dit en 2050, on sera 2,5 milliards. Mais c'est énorme. Tu imagines 2,5 milliards. Si tu te mets aujourd'hui à dire que tu vas aller produire le manioc, tu te mets aujourd'hui à dire que tu vas aller produire le palmier à huile. Palmier à huile uniquement pour servir voilà, ton continent. Mais c'est immense. Tu es mort d'argent. Tu vas aller produire le poivre. Tu vas aller produire le Nyansa, le Bitakola. Mais tu es mort d'argent. Peu importe le produit du terroir que tu prends. Parce qu'avec ça, il n'y a pas de rapport de force. Ce n'est pas produit chez eux. Tu vois l'intelligence un peu, tu vois la stratégie que moi j'ai prise. Tu comprends comment moi j'ai réfléchi. Et si j'ai pensé ça, c'est parce que depuis, je vous dis, je suis avec eux là, je vois comment ils fonctionnent. Je suis à plus de 450 conventions d'entreprises. Et avec les multinationales, brassant les milliards, c'est des stratégies qu'ils partagent. Tu ne peux pas aller compétir avec quelqu'un qui te dépasse mais sur son propre terrain. C'est ce que Donald Trump nous enseigne. C'est un homme d'affaires. Il agit en businessman. Il vient gérer l'Amérique comme il gère ses entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Sans état d'âme, avec beaucoup de réalisme, il met de la rationalité, il enlève les émotions. Moi, lorsque je vais aller produire mon poivre, dis-moi comment tu as dit que je serais avec le rapport de force. Ce n'est pas produit ici en Occident. Et les Occidentaux en raffolent. Donc j'impacte le pays, j'impacte le continent et j'impacte les Occidentaux. Quand je vais aller produire le palmier à huile, dis-moi comment ils vont me bloquer. Ils ont essayé pour te dire. Parce que le palmier à huile, c'est la première matière grasse la plus consommée au monde. Mais c'est incontournable dans l'industrie agroalimentaire, incontournable dans l'industrie des biocarburants. On parle aujourd'hui des énergies vertes, énergies renouvelables. Il y a l'huile de palme, c'est incontournable. Ils ont essayé avec le lobbying des autres huiles oléagineuses. Mais ils n'ont pas pu réussir.
Parce qu'ils ne peuvent pas produire. Imagine s'ils pouvaient produire ceci chez eux. Ils allaient faire des milliers, des centaines et des milliers d'hectares. Mais ils ne peuvent pas. C'est une occasion pour nous. Allez faire le bitacola. Est-ce que tu connais les vertus du bitacola? Allez faire le Njansa. Est-ce que tu connais les vertus du Njansa? Donc moi, c'est comme ça que tu dois penser. Quand on te dit aller investir en bourse, aller trader, aller faire dans le poivrier, c'est du trading. Mais tu ne vas pas trader parce que tu sais que le trading, il y a le risque. Ça fluctue. Mais tu vas plutôt maintenant investir. Parce qu'aller faire un état de poivrier, c'est un investissement. Mais cette fois-ci sur le long terme. Sur le long terme. Tu vois que l'économie peut fluctuer n'importe comment. L'économie peut connaître des secousses n'importe comment. Ton champ de poivre ne connaîtra pas telles que les secousses. Les gens vont toujours continuer à consommer le poivre. Et plus que l'inflation est même là, plus le prix sera élevé, plus la valeur sera là, élevée. Plus le temps passe, plus ça prend de la valeur. Pareil pour l'huile de palme, pareil pour le Njansa, pareil pour le bitacola, pareil pour nos produits du terroir. C'est de venir valoriser ces produits-là. C'est enfin qu'on soit fier de ce que nous produisons. C'est enfin qu'on puisse mettre en lumière notre culture, notre tradition, notre terroir. C'est enfin qu'on puisse avoir un narratif positif. Que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas toujours rose. Que tout ce qui brille n'est pas or. Que nous-mêmes nous pouvons transformer notre or. Que nous-mêmes nous pouvons produire notre richesse. Ça va passer par l'estime de soi. Ça va passer par la fierté de soi. Ça va passer par la solidarité. Ça va passer par le fait qu'on soit intègre, qu'on soit, voilà, qu'on soit digne. Ça va passer par le fait qu'on soit sincère. Ça va passer par le fait qu'on soit honnête. Ça va passer par le fait qu'on ne coupe pas après la gratification instantanée. Parce que vous voyez, les Occidentaux qu'on admire tant, les Européens qu'on admire tant, ils sont en train de peiner. Ils ont la main sur la tête. Ils sont en train de dire, mais notre allié de toujours, notre allié de plus de 100 ans, il nous a fait ça. Mais tu as vu, ils ne sont pas en train de rester sur la pléniche. Ils sont secoués. Ils se sentent trahis. Mais ils sont en train de s'organiser à voir comment est-ce qu'ils vont faire pour ne plus rester dépendants. Pour nous, ça devait être une leçon. Pour nous, Africains, ça devait être une leçon. Que même entre eux, ils peuvent se faire ça. Mais s'ils peuvent se faire ça entre eux, mais nous, à quoi est-ce qu'on pense en fait? Pourquoi est-ce qu'on reste là que dans la lamentation? Pourquoi est-ce qu'on reste là-dedans? On pense que c'est Alice au pays des merveilles. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut venir se plaindre que ça change? Si entre eux, ils peuvent se faire ça. Non, moi, c'est une véritable leçon que Donald Trump, le gouvernement Donald Trump, donne au reste du monde. Et pour nous, Africains, c'est une véritable leçon qui pourra tailler que pendant ces 4 ans de mandat, faire en sorte qu'on grandisse. Faire en sorte qu'on ouvre les yeux. Que ce monde que nous voyons, c'est un monde de rapport de force. C'est un monde qui est violent, je vous le dis à chaque fois. Que le monde est violent. Maintenant, à chacun d'entre nous de savoir s'adapter. De savoir comment tirer ses intérêts. Et de comprendre que en relation internationale, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. That's it. C'est une masterclass. Alors, à nous de quitter sur les émotions. À nous de quitter sur le aide-moi à détester. Parce que dans ce jeu-là, quand tu ne connais pas les règles, ça vient seulement te donner un. Allez demander à Zelensky. Allez demander à Zelensky. Le pauvre, on était là le pousser. Vas-y, on est derrière toi. Vas-y, on est derrière toi. Maintenant, voilà ça qui chauffe. Il est allé se faire humilier. Lui, voilà, il fait encore la lettre que pardon, viens. Il comprend que derrière ça, il s'est fait rouler dans la farine. Il comprend que derrière ça, les gens ne sont que là pour leur propre intérêt personnel. That's it. Voilà ce que je voulais partager comme d'habitude. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris des choses. Je vais t'inviter à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Prends le lien, c'est-à-dire que le premier lien qui est là, je partage avec toi gratuitement 10 idées de meilleure culture. Si tu veux aller plus loin, tu as des formations telles que sur la culture du palmier, formation sur le bitacola, formation telle que sur le poivre. Commence déjà à investir telle que sur toi. La vraie richesse, elle est là. C'est les produits du terroir. Tous les business que nous faisons aujourd'hui. Regardez l'économie.
Vers où tu vas aller? Vers quelle économie tu vas aller? Toutes les économies aujourd'hui, t'es que tant. Parce que, comme on a dit, j'ai commencé, nous sommes dans un village interplanétaire, interconnecté. Peu importe là où tu vas aller, tu seras frappé par les taxes, par la douane. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment? Donc, il va falloir commencer à penser maintenant produits tels que local, produits internes. Commencer déjà à manger ce que nous-mêmes nous produisons. Créer la richesse locale. Avant de pouvoir peut-être lever la tête. Avoir son autonomie. Avant de pouvoir dire que nous sommes interconnectés, nous sommes des frères, nous sommes entre nous. Non. Le monde est violent, le monde est dangereux. À chacun de chercher sa protection. À chacun de compter d'abord sur ses propres forces. Avant de dire après que je vais peut-être aller demander l'aide. Et quand tu dis je vais demander l'aide, c'est nous donnant. Nous sommes dans un monde aujourd'hui que je te donne ça, tu me donnes ça. Je te donne le poivre, tu me donnes allez, la technologie. Je te donne l'or, tu me donnes avec la science. Je te donne ceci, tu me donnes ça. On ne va plus seulement rester comme ça, qu'on soit ce peuple-là à qui on donne, on donne, on donne, on donne. Non. C'est terminé. Si on n'a pas compris ça, on te bouffe. Tu n'as pas compris ça, on te bouffe. Donc, sur ce, comme j'ai dit, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!